Le luxe est un masque. Quand on l'arrache, il ne reste que la peau brute et le sang de ceux qu'on a piétinés pour l'acheter. L'appartement de Claire, situé dans un vieil immeuble du 6e arrondissement de Lyon, embaume le thé à la bergamote bon marché, la poussière de tissu et le vieux papier jauni. C'est une odeur de temps suspendu, une odeur de confort modeste qui s'effrite. La caméra est posée là, immuable, cadrant la table de couture en chêne clair. Claire est assise, le dos bien droit, une silhouette grise contre la lumière pâle qui filtre à travers les rideaux de dentelle jaunie. Elle travaille sur une vieille machine Singer de 1954. Le bruit de l'aiguille qui percute le tissu est un battement de cœur mécanique, sec, implacable. Tac, 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 tac. Un rythme qui ne s'accélère jamais. Sa fille, Léa, se tient debout au milieu de la pièce, comme une intrusion de métal et de verre dans un univers de coton. Elle dégage une odeur de parfum synthétique coûteux, un mélange agressif de tubéreuse et de musc qui écrase l'arôme délicat du thé. Léa porte un sac à main, en cuir de crocodile, dont le prix dépasse 6 mois de loyer de cet appartement. Elle ne regarde pas sa mère. Ses yeux sont fixés sur l'écran de son téléphone dernier cri. Ses ongles, d'un rouge sang artificiel, longs et pointus, produisent un petit cliquetis agaçant contre le verre trempé. Elle tape, elle scrolle, elle ignore l'existence de la femme qui l'a mise au monde. « J'ai besoin de la signature maintenant, maman. Ne commence pas à hésiter. C'est une simple formalité technique pour le prêt relais de ma société. Ta maison de campagne en Provence, elle tombe en ruine. Elle ne sert à rien à part accumuler de la mousse et des araignées. Avec cet argent, l'EAV va devenir la marque de luxe dont tout le monde parle à Paris. Tu seras fier de moi quand je serai dans Vogue. Signe, c'est tout ce que je te demande. » Claire s'arrête de pédaler. Le silence qui envahit soudainement la pièce est lourd, presque physique. On entend seulement le sifflement ténu d'un radiateur en fonte qui peine à chauffer l'air humide de l'hiver lyonnais. Claire regarde ses mains. Des mains d'ouvrière marquées par des décennies de manipulation de textiles, de fils de fer et de patrons rigides. Elle sent la texture de la soie sauvage sous ses doigts. « C'est tout ce qu'il me reste de ton père, Léa, » dit Claire d'une voix monocorde, dépourvue de toute émotion apparente. « C'est ma sécurité, ma seule garantie pour ne pas finir mes jours dans un hospice public. » Léa lève enfin les yeux, mais son regard est vide d'affection. C'est le regard d'un comptable devant un bilan déficitaire. « Tes vieux jours sont ici, maman, dans ce petit appartement entouré de tes chiffons. Tu n'as besoin de rien d'autre. Tu vis dans le passé, le monde avance, et moi, j'ai besoin de ce capital pour exister. » Signe. Léa dépose le document sur la table de couture, juste à côté de la canette de fil. Le papier est blanc, froid, impersonnel. Claire prend le stylo-bille posé dans un pot à crayon. Elle sent le plastique bas de gamme entre ses doigts. Elle regarde les lignes de texte juridique, les clauses de cession de propriété, les renonciations aux droits d'usage. Elle ne tremble pas. Elle appose sa signature d'un geste lent, calculé. L'encre bleue s'étale sur la fibre du papier. Léa saisit le document avec une hâte presque animale. Elle n'attend pas que l'encre sèche. Elle ne dit pas merci. Elle ne pose pas sa main sur l'épaule de sa mère. Elle se détourne déjà, ses talons aiguilles claquant sur le parquet ciré avec une violence sèche. Chaque pas est un impact. La porte d'entrée s'ouvre puis se referme avec un bruit de bois plein. Un verrou qui claque. Claire reste seule. La caméra ne bouge pas. Elle reste verrouillée sur le visage de Claire qui fixe maintenant le vide. Pendant de longues minutes, rien ne se passe. On entend juste le tic-tac d'une horloge comtoise dans le couloir, un son boisé et profond. Claire observe la poussière qui danse dans le seul rayon de soleil qui parvient à percer la grisaille. Elle pense à la maison en Provence, aux oliviers qu'elle ne verra plus, aux murs de pierre chaude. Elle ressent une absence totale de tristesse. Elle ressent une clarté nouvelle. Elle se lève avec une lenteur de automate. Ses articulations craquent discrètement. Elle se dirige vers son buffet en merisier, celui qui contient les archives de sa vie professionnelle. Claire n'est pas simplement une couturière de quartier. Avant la retraite, elle a passé 32 ans comme directrice de la logistique et des achats pour l'un des plus grands consortiums textiles d'Europe. Elle connaît les réseaux, elle connaît les hommes, elle connaît la fragilité des chaînes d'approvisionnement. Elle allume son vieil ordinateur portable. Le ronronnement du ventilateur remplit l'espace. Elle entre ses codes d'accès sur des plateformes de courtage textile qu'elle n'a pas consultées depuis des années. Ses doigts retrouvent l'agilité des jours de crise. Elle ouvre Instagram sur un onglet séparé. Elle observe le compte de sa fille. Léa affiche son succès factice. Elle poste des photos de prototypes, des robes en soie lyonnaise, des boutons en nacre, des fermetures éclairs dorés à l'or fin. Léa veut le prestige. Elle veut l'apparence. Claire identifie immédiatement les fournisseurs. Les tissages Perrin.
Une entreprise familiale qui frôle la liquidation judiciaire. Claire sourit. C'est un mouvement de lèvres imperceptible, sans chaleur. Elle prend son téléphone fixe, celui avec le fil torsadé qui traîne sur le sol. Elle compose un numéro de mémoire. Allô, Jean-Pierre? C'est Claire? Oui. Je sais pour tes difficultés de trésorerie. J'ai de la liquidité, beaucoup de liquidité. Je ne veux pas seulement t'aider, je veux racheter tes parts majoritaires. Tout de suite, par acte notarié électronique. J'ai une clause spécifique à insérer. Une priorité absolue et exclusive sur toute la production de soie de grade A. Aucune livraison ne sortira sans mon aval personnel. Elle écoute la réponse à l'autre bout du fil. Jean-Pierre accepte. Il n'a pas le choix. Claire raccroche. Elle ne s'arrête pas là. Elle contacte le fournisseur de boutons en Italie, le fabricant de fils de soie en Suisse. Elle utilise l'argent de la vente forcée de sa propre maison, cet argent que Léa pensait avoir détourné pour son propre compte, pour racheter les dettes de chaque maillon de la chaîne de production de sa fille. En 2 heures de travail silencieux, Claire est devenue le propriétaire invisible de l'existence matérielle de Léa V. Chaque centimètre de tissu que sa fille touchera, chaque bouton qu'elle fera coudre, appartiendra juridiquement à sa mère. Claire se lève et retourne à la cuisine. Elle se verse un verre d'eau du robinet. L'eau est froide, calcaire. Elle la boit par petites gorgées, les yeux fixés sur le mur blanc. Elle pense à la collection Orchidées Noires que Léa doit présenter à la Fashion Week dans 3 mois. Léa a déjà dépensé l'argent qu'elle n'a pas encore gagné. Elle a signé des contrats de distribution avec des boutiques japonaises et américaines. Elle a promis des livraisons qu'elle ne pourra honorer que si ses fournisseurs coopèrent. Claire retourne dans le salon. Elle s'assoit à nouveau devant sa machine Singer. Elle reprend le morceau de soie sauvage qu'elle travaillait avant l'arrivée de sa fille. Elle appuie sur la pédale. Le bruit reprend. Tac, 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 tac. Elle imagine Léa dans son atelier parisien, entourée de courtisans commandant des tissus qu'elle croit avoir payés. Elle imagine l'instant où Léa recevra le premier avis de rupture d'approvisionnement, puis le second, puis le troisième. Claire ne ressent pas de colère. Elle ressent la satisfaction de l'ingénieur qui démonte une machine défectueuse, pièce par pièce. Léa a voulu jouer au jeu du capitalisme sauvage avec la femme qui en a défini les règles pendant 30 ans. La nuit tombe sur Lyon. L'appartement plonge dans l'obscurité. Seule la petite ampoule de la machine à coudre reste allumée, projetant une ombre immense de Claire sur le mur, comme une divinité antique tissant le destin de ceux qui ont osé l'offenser. Le piège est en place. La soie est tendue. Claire continue de coudre dans le silence absolu de la nuit. L'odeur dans l'appartement de Claire a changé. Ce n'est plus seulement le thé et la poussière, c'est l'odeur âcre du vernis frais. Un artisan est venu le matin même pour repeindre les volets, un ordre de la nouvelle agence immobilière mandatée par Léa. Claire est assise à sa table de cuisine, devant une assiette de bouillon de légumes qui refroidit. Une fine pellicule de gras se fige à la surface. Elle regarde le mur d'en face, là où pendait autrefois une photo de mariage, désormais décrochée. La marque rectangulaire sur le papier peint jauni est le seul vestige de son passé. À 14 heures, le téléphone fixe retentit. Un son strident, mécanique, qui déchire le silence de la pièce. Claire décroche. C'est l'assistante de Léa, une jeune femme à la voix pressée, dénuée de toute chaleur humaine. Elle annonce à Claire qu'elle ne doit plus essayer de contacter sa fille sur son numéro personnel. Elle lui annonce surtout que Léa a organisé une soirée de lancement prestige dans un hôtel particulier de la place Vendôme. Claire n'était pas invitée. Pire, l'assistante lui demande de signer un accord de confidentialité et de non-divulgation concernant leur lien de parenté. Léa a réécrit son histoire. Dans le dossier de presse envoyé aux journalistes de mode, Léa se présente comme l'orpheline d'une lignée de soyeux lyonnais disparus dans un tragique accident. Claire, l'ancienne directrice logistique, la femme qui a passé ses nuits à coudre les premiers prototypes de sa fille, est devenue une anomalie marketing. Une mère ouvrière n'entre pas dans le récit du luxe absolu. Pour Léa, Claire est morte socialement. Le soir même, Léa débarque à l'appartement. Elle ne s'assoit pas. Elle reste près de la porte, comme si elle craignait que l'odeur de la pauvreté ne s'imprègne dans sa veste en tweed de collection. Elle jette un dossier sur la table de la cuisine. Le bruit du carton contre le bois est sec, comme une gifle. « Tu dois partir d'ici, maman. J'ai vendu l'appartement à un groupe d'investisseurs. Ils veulent te transformer l'immeuble en appartement de standing. Tu as 30 jours pour emballer tes affaires. J'ai réservé une place pour toi dans une résidence senior en périphérie de Saint-Étienne. C'est calme, c'est loin de Paris, c'est mieux pour tout le monde. » Claire lève les yeux. Elle observe le visage de sa fille. Elle y cherche une trace de remords, un battement de paupières, une hésitation. Rien. Léa est devenue un produit.
Elle a les yeux froids des mannequins de vitrine en plastique. « Tu me vends, Léa ?» demande Claire d'une voix monocorde, sans aucune inflexion de tristesse. « Comme tu as vendu la maison de ton père ?»« Je réinvestis, maman. C'est différent. Tu es un frein à mon image. Les journalistes commencent à fouiller. Si on apprend que ma mère est une retraitée qui vit dans un taudis et coud des ourlets pour les voisins, ma marque s'effondre. Tu dois disparaître pour que je puisse briller. C'est le prix du succès. » Léa sort de sa poche un chèque, elle le pose sur le dossier. C'est une somme dérisoire, juste de quoi payer les premiers mois de la maison de retraite. Prends ça, et s'il te plaît, change de nom sur tes réseaux sociaux, même si tu ne t'en sers pas. Utilise ton nom de jeune fille. Je ne veux plus que le nom de Valois soit associé à cette adresse. Léa s'en va. Elle ne regarde pas en arrière. Elle laisse la porte entr'ouverte, laissant entrer le courant d'air froid de la cage d'escalier. On entend le bruit de sa voiture de sport qui démarre dans la rue, un vrombissement puissant, arrogant, qui s'étouffe rapidement au loin. Claire se lève, elle ferme la porte à double tour, le clic du verrou résonne comme le début d'une exécution. Elle ne pleure pas. Elle va dans sa chambre et sort une petite boîte en métal cachée sous son matelas. À l'intérieur se trouvent des clés USB et des registres de contact. Elle s'assoit devant son ordinateur. La lumière bleue de l'écran illumine son visage, creusant les rides de son front comme des tranchées de guerre. Elle ouvre le fichier de gestion des stocks de Les Tissages Perrin, l'usine qu'elle a rachetée en secret la semaine précédente. Elle voit la commande massive de Léa. 3000 mètres de soie de grade A pour la collection Orchidée Noire. Livraison prévue dans 7 jours. Claire tape un message court à son chef de production. Bloquer la commande 442-B. Motif, défaut de paiement imaginaire. Mettez les stocks en quarantaine pour vérification technique. Ne répondez à aucun appel de la cliente. Elle passe ensuite au fournisseur de boutons en Italie. Elle sait que Léa a versé un acompte avec l'argent de la vente de la maison de Provence. Claire appelle le propriétaire, un vieil ami. « Mario, c'est Claire. La commande pour la marque Léa V. Je veux que tu déclares une rupture de stock de nacre. Propose-lui du plastique à la place. Elle refusera. Quand elle insistera, dis-lui que les prix ont triplé. Harcèle-la. » Claire repose le téléphone. Elle sent l'odeur de son bouillon qui a fini par geler sur la table. Elle s'en fiche. Elle se lève et marche vers sa machine à coudre. Elle prend un coupon de soie noire, la même que celle que Léa attend désespérément. Elle commence à coudre une robe qu'elle ne portera jamais. Une robe de deuil pour une fille qui n'existe plus. Le bruit de la machine, tac 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 tac, devient le seul battement de cœur de l'appartement. Claire pense aux 30 jours qu'il lui reste ici. 30 jours, c'est exactement le temps qu'il faut pour qu'une entreprise de mode sans stock et sans approvisionnement fasse faillite sous le poids des pénalités de retard des grands magasins. Elle imagine Léa recevant les emails de rupture. Elle imagine Léa essayant de trouver un autre fournisseur, pour découvrir que Claire a déjà signé des contrats d'exclusivité avec tous les ateliers capables de produire une telle qualité. Elle a tissé une toile d'araignée autour de la carrière de sa fille. Une toile faite de fils de soie invisibles mais aussi résistants que de l'acier. Claire s'arrête de coudre un instant. Elle regarde ses doigts, ils sont tachés d'encre noire. Elle a signé son propre arrêt d'expulsion, mais elle a aussi signé la fin du rêve de Léa. Elle se lève, éteint la lumière de la pièce, sauf la petite lampe de sa machine. La caméra reste fixe sur la main de Claire qui guide le tissu sous l'aiguille. C'est un mouvement précis, sans erreur. Un mouvement de chirurgien. Dehors, la ville de Lyon s'endort sous la pluie. Mais dans cet appartement, la vengeance est une machine qui ne s'arrête jamais. Léa a voulu que sa mère disparaisse. Claire va exaucer son vœu, mais elle emportera l'empire de Léa avec elle dans l'ombre. Le point de non-retour est franchi. Les ponts sont coupés. La guerre logistique a commencé. L'odeur dans l'appartement de Claire est désormais celle du carton froid et du ruban adhésif. Des boîtes brunes s'empilent le long des murs, tels des monolithes marquant la fin d'une époque. Claire est assise à sa table de cuisine, imperturbable. Devant elle, un ordinateur portable dont la lumière bleutée accentue la pâleur de son visage. La caméra reste verrouillée, un plan fixe sur ses mains qui ne tremblent jamais. On entend au loin le bourdonnement sourd du trafic lyonnais, mais ici, le silence est roi. À Paris, dans son showroom de l'avenue Montaigne, Léa exulte. L'air sent le lys blanc et le champagne frappé. Elle est entourée d'acheteurs japonais et de journalistes de mode influents. Elle présente les croquis de la collection Orchidée Noire. Tout est parfait. L'éclairage met en valeur des mannequins de bois drapés de mousseline provisoire. Mais dans l'arrière-boutique, le téléphone de son assistante ne cesse de vibrer. Un message prioritaire de « Les Tissages Perrin » vient de tomber. Claire, à Lyon, observe l'écran de son interface bancaire.
Elle a validé le rachat des créances douteuses de l'atelier de confection finale, celui qui doit assembler les robes de Léa. Par conséquent, elle possède désormais le droit de vie ou de mort sur le calendrier de production. Elle clique sur un dossier intitulé « Retard technique ». Mais maman, hurle Léa dans le combiné 2 heures plus tard, ignorant que sa mère a déjà filtré son appel. Léa ne parvient pas à joindre le directeur de l'usine. Elle ignore que ce dernier est en train de déjeuner avec Claire dans un petit bouchon lyonnais discret, à l'abri des regards. Claire lui explique calmement que la commande de sa fille présente des irrégularités de paiement, dues à la vente contestée de la maison en Provence. Légalement, l'usine doit bloquer les rouleaux de soie. Par conséquent, la chaîne s'arrête. Le lendemain, Léa reçoit un autre coup de massue. Les boutons en nacre de Tahiti, essentiels pour le détail signature de ses vestes, sont bloqués à la douane. Claire a utilisé ses anciens contacts dans l'administration portuaire pour signaler une suspicion de contrefaçon de matériaux protégés. Un simple signalement, une formalité administrative qui demande 3 semaines d'enquête. 3 semaines que Léa n'a pas. La caméra reste sur Claire qui emballe ses propres assiettes dans du papier journal. Le bruit du papier que l'on froisse est sec, répétitif. Elle agit avec une économie de mouvement terrifiante. Elle ne cherche pas à savoir si sa fille souffre. Elle calcule. Léa, à bout de nerfs, tente de trouver des fournisseurs de secours. Mais partout où elle appelle, elle se heurte à un mur. Les soyeux de Côme, les ateliers de Roubaix, les importateurs belges, tous lui répondent la même chose. « Désolée, mademoiselle Valois, nos capacités sont réservées par un fonds d'investissement privé pour les 6 prochains mois. » Ce fonds, c'est Claire. Elle a verrouillé le marché, elle a acheté le silence et la disponibilité de l'industrie textile. Par conséquent, Léa commence à perdre pied. Le vernis craque. Lors d'une interview pour un grand magazine, elle perd son calme quand un journaliste l'interroge sur les rumeurs de retard de livraison. Son image de prodige sereine s'efface devant une femme hystérique qui voit son empire s'effriter avant même d'avoir existé. Claire, dans son salon vide, s'arrête devant sa machine Singer. Elle prend une petite fiole d'huile et dépose une goutte sur le mécanisme. L'odeur de l'huile minérale est forte, technique. Elle fait tourner la roue à la main. Le mouvement est fluide, silencieux. « Tu as voulu supprimer la logistique de ta vie, Léa, » murmure Claire sans lever les yeux. « Tu as oublié que le luxe n'est rien sans les mains qui le transportent. » Léa envoie un dernier message désespéré à sa mère. « J'ai besoin d'argent. Le fournisseur me demande une caution de 500 000 € pour débloquer la soie. Aide-moi. C'est ma vie qui est en jeu. » Claire lit le message. Elle ne répond pas. Elle pose son téléphone sur la table, l'écran vers le bas. Elle retourne à son carton. Elle y dépose son vieux mètre ruban, celui qui a servi à mesurer les épaules de Léa lorsqu'elle était enfant. Par conséquent, le piège se referme sur la trésorerie de Léa. Pour payer cette caution imaginaire, Léa commence à brader ses parts sociales. Elle cherche des liquidités partout. Elle vend ses bijoux. Elle hypothèque son appartement parisien. Elle s'enfonce dans une spirale de dettes, ignorant que l'argent qu'elle verse pour sauver de sa collection finit directement sur le compte de la société Écran gérée par Claire. La caméra cadre le visage de Claire dans la pénombre de l'appartement dénudé. Il n'y a pas de joie, seulement une froide satisfaction mathématique. Elle est le fantôme dans la machine. Elle est la raison pour laquelle les camions ne démarrent pas, pour laquelle les aiguilles cassent, pour laquelle les banques ferment leurs portes. La partie 3 s'achève sur le bruit sourd d'un gros carton que l'on ferme avec du ruban adhésif. Un son final, définitif. Léa est en train de se noyer dans une mer de soie qu'elle ne possédera jamais, tandis que Claire se prépare à son exil, emportant avec elle les clés du royaume qu'elle a elle-même démantelé. Le chaos est en marche. La collection Orchidée Noire est devenue un cercueil de satin. L'odeur de l'appartement de Claire est devenue neutre, clinique. Presque toutes les boîtes ont été emportées par les déménageurs. Il ne reste plus que la table de couture et une chaise. La caméra est placée derrière Claire, cadrant son dos immobile et le vide béant des étagères autrefois remplies de patrons. On entend le sifflement du vent qui s'engouffre par les fenêtres mal isolées. Un son aigu, monotone, comme une plainte continue. À Paris, le décor est apocalyptique. Le showroom de l'avenue Montaigne est désert. L'air sent la poussière et le lys fané. Léa est assise à même le sol, entourée de factures impayées et de mises en demeure de ses investisseurs. La collection Orchidée Noire est un cadavre. Les rares prototypes reçus sont de mauvaise qualité, fabriqués avec des tissus de substitution bas de gamme que les ateliers ont envoyés pour compenser les retards de livraison. Les coutures lâches, la soie est terne. Léa reçoit un appel de son avocat. La caméra reste sur le visage de Claire, qui écoute l'enregistrement de cet appel, piraté via le logiciel espion qu'elle a installé sur le téléphone de sa fille des mois auparavant.
Léa, c'est fini, dit l'avocat d'une voix sans timbre. Le fisc a reçu un dossier anonyme complet. Toutes les factures de complaisance que vous avez créées pour justifier le prêt relais, tout est là. Ils ont aussi la preuve que vous avez falsifié la signature de votre mère pour la vente de la maison en Provence. C'est un faux en écriture publique, c'est criminel. Claire ne cille pas. Elle prend un petit carnet et coche une case. Le changement des enjeux est brutal. Ce n'est plus une question de mode ou de prestige, c'est une question de liberté. Par conséquent, Léa n'a plus qu'une seule issue. Prouver que sa mère était consentante, qu'elle était complice contre de ses manœuvres pour sauver sa peau. Mais pour cela, elle a besoin que Claire témoigne en sa faveur. Elle a besoin que Claire mente pour elle. Léa déboule à Lyon en pleine nuit. Elle ne frappe pas, elle cogne contre la porte de l'appartement vide. Elle entre, les yeux rouges, les cheveux défaits. L'odeur du luxe a disparu, remplacée par celle de la sueur froide et de la défaite. Elle voit sa mère assise dans l'obscurité, éclairée seulement par la petite lampe de sa machine Singer. « Maman, tu dois m'aider, bafouille Léa. La police va venir. Ils disent bon que j'ai volé l'argent de la maison. Ils disent bon que j'ai imité ta signature. Dis-leur que c'est faux. Dis-leur que tu m'as donné l'autorisation. Si tu ne le fais pas, je vais en prison. Maman, regarde-moi. » Claire ne tourne pas la tête. Elle continue de faire tourner la manivelle de sa machine à vide. Le bruit métallique du mécanisme sans fil est un cliquetis sec, régulier. Tac, tac, tac. « Tu m'as enterrée socialement, Léa, dit Claire. Tu as écrit dans tes journaux que j'étais morte dans un accident. Un mort ne peut pas témoigner. Un mort ne peut pas signer de décharge. C'était pour la marque, c'était du marketing, je t'en prie. Je te rendrai tout. Je te rachèterai la maison de Provence. Je te donnerai tout l'argent que tu veux. Claire s'arrête de pomper. Elle se lève lentement. Pour la première fois de l'histoire, la caméra change d'angle pour cadrer le visage de Claire en contre-plongée, la rendant immense, écrasante. L'argent n'existe plus, Léa. Il a servi à racheter tes dettes. Il a servi à payer les fournisseurs pour qu'ils ne te livrent jamais. C'est mon argent qui a financé ta chute. Chaque mètre de cette soie médiocre que tu as reçue, c'est moi qui l'ai choisi. Chaque huissier qui frappe à ta porte est payé par une société que je dirige. Léa recule, les mains tremblantes. Elle réalise que le monstre qu'elle craignait de montrer au monde n'est pas sa mère pauvre, mais sa mère puissante. « Pourquoi ?» murmure Léa. « Je suis ta fille. Tu étais ma fille quand tu avais besoin de mes mains pour coudre tes rêves. Tu es devenue une étrangère quand tu as voulu vendre mon toit pour acheter ton mépris. Par conséquent, je traite l'étrangère avec la rigueur de la logistique. J'élimine les pertes. » Léa s'effondre sur le sol, là où se trouvait autrefois le canapé de son enfance. Elle pleure, mais Claire ne fait pas un geste. Elle retourne à sa machine. Le changement des enjeux est total. Léa n'est plus une créatrice déchue. Elle est une proie traquée par le système judiciaire que sa mère a nourri de preuves irréfutables. Dans 7 jours, l'expulsion de Claire sera effective. Mais dans 7 jours, Léa sera derrière les barreaux d'une cellule de garde à vue. Claire reprend son travail. Elle coude maintenant une petite étiquette blanche sur un morceau de soie noire. On y lit en lettres dorées la fin du luxe. La caméra se fige sur la main de Claire qui coupe le fil avec des ciseaux en acier. Un son net, tranchant, définitif. Le piège ne contient plus seulement la carrière de Léa, il contient sa vie entière. La mère a cessé de protéger. Elle a commencé à traiter le dossier. Et le dossier est clos. L'odeur dans l'appartement de Lyon est désormais celle du froid pur, du béton et de l'absence. Il n'y a plus de meubles, plus de rideaux, plus de thé. La caméra est posée au sol, dans un angle mort, filmant le parquet nu où les ombres des fenêtres dessinent une prison de lumière grise. Claire est assise sur sa valise de cuir, la seule chose qui lui reste avec sa machine Singer, déjà emballée dans sa caisse en bois. Le silence est si profond qu'on entend le grattement d'un insecte derrière la plainte, un bruit de survie dérisoire. À Paris, Léa est au bout du monde. Elle est assise sur les marches de son showroom fermé par des scellés judiciaires. L'air sent l'échappement des voitures et la pluie acide. Elle ne porte plus son sac en crocodile, saisi par les huissiers. Elle porte un manteau de pluie anonyme taché de boue. Elle regarde ses mains. Les ongles rouges sont cassés, le vernis s'écaille comme une vieille peinture. Elle n'a plus accès à ses comptes. Son téléphone est coupé. C'est devenu l'invisible qu'elle méprisait tant. Le moment de désespoir total arrive lorsqu'elle ouvre le dernier courrier recommandé reçu avant la fermeture. C'est un acte de déchéance de marque. Le nom Léa V n'existe plus. Par conséquent, il a été racheté pour une somme symbolique par un créancier anonyme. Léa réalise qu'elle n'a même plus le droit d'utiliser son propre nom pour une activité commerciale. Elle a été effacée. Elle est une coquille vide, une fiction que le réel a fini par rejeter. La caméra reste fixe sur Claire qui sort de sa poche une petite clé en laiton. C'est la clé de la maison de Provence. Elle la regarde longuement.
Elle sait que la maison a été rachetée ce matin même par sa propre société écran. Elle a récupéré son bien, mais sa fille a tout perdu. Léa revient à l'appartement de Lyon une dernière fois, comme un animal blessé qui retourne au terrier. Elle n'a plus de force pour hurler. Elle entre et voit sa mère assise sur cette valise, prête à partir. L'odeur de la défaite de Léa imprègne la pièce, une odeur de tabac de rue et de désespoir moite. « Je n'ai plus rien, maman, murmure Léa. Sa voix est un sifflement brisé. Ils ont tout pris, même mon nom. Je dors dans un foyer pour femmes depuis 2 jours. J'ai faim. » Claire ne bouge pas. Elle ne lui propose pas de s'asseoir. De toute façon, il n'y a plus de chaise. « Tu as ce que tu as créé, Léa, dit Claire d'une voix glaciale, monocorde. Tu as créé un monde sans mère, sans passé et sans vérité. Par conséquent, tu vis maintenant dans ce monde. Il est exactement comme tu l'as décrit dans tes dossiers de presse, pur, sans attache et sans héritage. Aide-moi, juste une fois. Je vais aller en prison pour ce pré-relais. Dis-leur que tu savais. Je t'en supplie, je ne survivrai pas là-bas. » Léa rampe sur le parquet froid jusqu'aux pieds de sa mère. Elle attrape le bas du manteau de Claire. La caméra filme en gros plan les mains de Léa, tremblantes, agrippées au tissu gris de Claire. « Quand j'avais besoin de toi pour payer mes études, je savais où te trouver, continue Léa dans un sanglot étouffé. Et quand tu avais besoin de m'effacer pour briller, tu savais aussi comment faire, répond Claire. Tu as vendu mon existence pour une couverture de magazine. Aujourd'hui, le magazine est au fond d'une poubelle, et mon existence est la seule chose qui possède encore cette maison. » Claire se lève. Elle retire son manteau des mains de sa fille avec un mouvement sec, sans brutalité, mais avec une détermination absolue. Le bruit du tissu qui glisse sur le sol est le dernier son de leur relation. L'effet « all is lost » est total. Léa comprend que la rédemption n'aura pas lieu. La mère n'est plus une mère. C'est le juge qui exécute une sentence logistique. Léa est seule dans une pièce vide, avec une femme qui s'apprête à fermer la porte derrière elle pour toujours. « Le camion est là, » dit Claire en regardant par la fenêtre. Elle prend la poignée de sa valise. Elle marche vers la porte. Elle ne regarde pas Léa, prostrée sur le sol. « Adieu Léa. Tu voulais être une orpheline de luxe. Tu es maintenant une orpheline de fête. La réalité, c'est beaucoup moins confortable que tes croquis. » Claire sort. Elle ferme la porte. Le bruit de la clé qui tourne dans la serrure est le point final. Un son de métal contre métal. La caméra reste dans la pièce vide avec Léa. On voit la poussière retomber sur ses épaules. Elle est seule. Elle est au point zéro. Elle a perdu son nom, sa fortune, sa mère et sa liberté. Elle n'est plus qu'une ombre dans un appartement que des investisseurs viendront repeindre en blanc dès demain pour effacer toute trace de son passage. Tout était perdu. L'empire de soi est devenu un linceul de poussière. L'odeur de la Provence en automne est un mélange de terre cuite froide, de lavande desséchée et de fumée de bois. Claire est assise sur la terrasse de sa maison retrouvée. La caméra est placée derrière elle, immobile, cadrant l'horizon où les collines de calcaire se découpent sur un ciel d'un bleu délavé. Le silence n'est rompu que par le cri lointain d'un rapace, un son aigu, solitaire, qui souligne l'immensité du vide. Claire tient entre ses mains un journal local. À la page 3, un entrefilé relate le procès de Léa Valois. La sentence est tombée, 3 ans de prison, dont 18 mois fermes pour faux, usage de faux et escroquerie aggravée. La marque Léa V a été officiellement liquidée. Les actifs restants, quelques rouleaux de soie et des machines à coudre industrielles, ont été rachetés par une holding anonyme dont Claire est l'unique bénéficiaire. La rétribution est silencieuse. Elle n'a pas besoin de cris ni de larmes. Elle se loge dans les détails techniques de l'existence. Claire regarde sa maison. Les murs de pierre sont solides. Les oliviers, qu'elle a fait tailler dès son retour, sont prêts pour l'hiver. Elle a récupéré son nom. Elle a récupéré son toit. Elle a surtout récupéré la paix que sa fille avait tenté de lui voler. À des centaines de kilomètres de là, dans la zone grise d'une prison pour femmes, Léa est assise sur un lit en métal. L'air sent le tabac froid, la sueur et le détergent industriel à l'odeur de pain. Elle porte un uniforme en coton épais, rêche, qui irrite sa peau, autrefois habituée à la soie de grade A. Elle regarde ses mains. Les taches noires du nitrate d'argent ont fini par disparaître, mais la peau est restée marquée, striée de cicatrices blanches, sèches. Elle n'a plus de nom. Elle n'est plus qu'un numéro d'écrou. Léa travaille à l'atelier de couture de la prison. Elle répare des draps de lit pour les hôpitaux publics. Chaque point de couture est une torture. Le bruit de la machine industrielle, un fracas lourd et brutal, n'a rien à voir avec le chant mélodique de la Singer de sa mère. Ici, le textile n'est pas un luxe, c'est une peine. La caméra revient sur Claire.
Elle se lève et entre dans la maison. Elle se dirige vers son bureau. Sur la table de bois massif repose une boîte en carton. Elle l'ouvre. À l'intérieur, elle trouve les prototypes de la collection Orchidée Noire. Elle les sort un par un. Elle observe les défauts de fabrication, les coutures mal faites, les tissus médiocres qu'elle a elle-même imposés pour provoquer la chute de Léa. Elle prend une paire de ciseaux de tailleur. Le son des lames qui s'ouvrent est un déclic métallique net. Claire commence à découper les robes. Elle ne le fait pas avec colère, elle le fait avec la précision d'une ouvrière qui recycle une matière première inutilisable. Elle transforme les robes de luxe en chiffons de nettoyage. Le sang est une dette, murmure-t-elle pour elle-même. La logistique est le seul moyen de la solder. L'épilogue se déploie dans la lumière déclinante du jour. Claire finit de découper la dernière robe. Elle empile les morceaux de soie noire dans un panier. Elle s'en servira pour cirer ses meubles, pour protéger le bois des intempéries. Le talent de Léa, ou ce qu'elle croyait être son talent, finit ainsi. Un outil de maintenance domestique. Claire sort de la pièce, elle éteint la lumière. La caméra reste fixe sur le panier de chiffon de soie noire. Le soleil disparaît derrière les collines, plongeant la terrasse dans l'ombre. Il n'y a plus de famille Valois. Il n'y a plus de marque de luxe. Il n'y a qu'une femme âgée qui sait exactement où se trouve chaque centime, chaque fil et chaque vérité. La justice n'est pas une émotion, c'est un inventaire. Le silence est total, la caméra s'éteint. Le dossier est classé.